Bonjour Fernand Lopez. Bonjour cher ami. On se voit pour parler de vos 3 casquettes différentes aujourd'hui qui sont coach, manager et promoteur. Dans l'industrie musicale par exemple, pour faire évoluer un artiste, il a besoin de différents acteurs qui gravitent autour de lui. Un DA par exemple qui accompagne l'artiste dans sa conception musicale, un label qui va financer son projet, un bon marketeur pour vendre sa musique, etc. Est-ce que dans votre milieu à vous, vous qui avez ces 3 compétences assez distinctes et qui demandent des qualités différentes, c'est une force ou une faiblesse? C'est une force. Est-ce que avoir plusieurs casquettes, c'est une force? C'est simple, hein? Si ce n'était pas une force, je ne le ferais pas. Parce que c'est énormément de travail. C'est beaucoup de boulot. Vous connaissez des directeurs artistiques qui galèrent à être un bon directeur artistique, ils ne sont même pas connus. Et vous avez des managers qui sont bons, ils galèrent. Et vous avez des directeurs de labels ou même des musiciens même qui galèrent. Et des chanteurs qui galèrent. Et imaginez, on vous demande de faire tout ça en un. Et vous devez être bon dessus. C'est une galère. C'est une vraie galère. C'est que aujourd'hui, je pense que sur toutes les casquettes que j'occupe, en tout cas que mon écosystème avec mes collègues occupons, nous sommes, en tout cas en France, leaders dessus. On peut dire sans risque de se tromper que nous sommes leaders sur les salles de sport, la gestion des salles de sport. Nous sommes leaders sur le management. Il n'y a pas 2 autres sociétés de management qui ont réussi à amener 2 gars sur la ceinture de l'UFC. Il n'y a pas d'autres sociétés de management qui ont autant de fighters sur la plus grosse organisation. On est bon dessus. On peut dire sans risque de se tromper qu'on est la seule école qui fait les diplômes sur le MMA, une école privée comme Fight Management College. On peut dire sans risque de se tromper qu'on est la promotion sportive la meilleure en France en tout cas. En toute humilité, je le dis, ça paraît présomptueux, mais c'est vraiment en toute humilité. Je considère qu'on a encore beaucoup de boulot à faire. Je prends des précautions oratoires pour pas qu'on ait l'impression que je pense qu'on maîtrise ou qu'on a noyauté le système ou quoi. Non, vraiment en toute humilité, je pense qu'on est pas mal dessus. Et quand on fait ça de manière concomitante et quand on sait la galère que c'est pour... Il y a certains, ils veulent juste être entraîneurs, ils sont même pas brillants, ils n'ont même pas un élève à coacher, mais ils donnent toute leur vie pour être entraîneurs. Il y a certains, ils veulent juste être managers, ils n'arrivent même pas à placer un combattant sur une belle organisation. Et donc, quand on fait ça, ça veut dire qu'on est pas mal quand même. Mais si ce n'était pas bien, on va dire qu'il y aurait des gens qui ne le font pas. Mais aujourd'hui, je vous mets au défi de me trouver en France. Si vous êtes un peu fan de MMA et vous connaissez un peu le MMA, une organisation de MMA qui n'est pas en association une salle de sport. Ça n'existe pas. Une organisation de MMA qui n'est pas jouer le rôle de manager à sa petite échelle. On a des échelles différentes, mais ça n'existe pas. Je peux vous les citer des têtes comme ça, parce que je les connais toutes. C'est que vous prenez une salle comme le FFA Challenge, qui est une ligue de MMA, bah, leur salle de sport, c'est FFA. C'est aussi simple que ça. Mathieu Nicourt, c'était mon entraîneur de MMA. Il est encore entraîneur de MMA à la FFA et il gère la ligue FFA Challenge. Vous prenez Hexagon, qui est une ligue de sport qui est correcte, qui est décente. Bah, ils ont comme matchmaker Mathieu Nicourt. Le même qui est à la fois en conflit d'intérêt, qui pourrait avoir un conflit d'intérêt avec le fait qu'il soit l'entraîneur de sa salle, l'entraîneur de sa salle qui est à la fois le promoteur de son organisation FFA Challenge et le matchmaker de l'autre organisation Hexagon. Vous prenez 100% Fight, ils ont une salle de sport qui s'appelle H Academy, qui est la salle de sport du promoteur. Vous prenez MMA GP, ils ont une salle qui s'appelle Obi Fight. Il n'y a pas une seule salle, il n'y a pas un événement qui fonctionne sans avoir un écosystème parce que l'industrie du MMA est encore trop faible pour nourrir son homme avec une seule casquette. La réalité, c'est ça. Et c'est pour ça que, au-delà de ça, on est dirigé par une constitution, par une loi. La loi n'interdit pas d'avoir plusieurs casquettes. Tu sais, il y a des États aux États-Unis où on ne peut pas à la fois manager et promoteur sportif. Mais ici, on peut l'être. Il y a certains États aux États-Unis où on peut l'être.
Ici, en tout cas en France, le code du sport ne l'interdit pas. Et il se trouve que le tissu professionnel autour du MMA est encore très faible et qu'on ne peut pas séparer ces casquettes. Mais clairement, je vous les cite très rapidement les avantages qui font que avoir plusieurs casquettes, c'est important. C'est que quand je suis un manager, je suis censé choisir, trouver à mes clients des combats qui vont les faire progresser. Voici ce qui se passe. Si vous êtes trop protecteur et que vous ne connaissez pas vos clients de près, vous aurez tendance à les sous-estimer, à leur donner des combattants faibles, ce qu'on appelle des chèvres dans le milieu. Donc, ils vont gagner des combats, mais pas des combats qui sont importants. En gros, vous montez les escaliers. Si vous prenez un adversaire fort, il vous fait monter les escaliers. Si vous prenez un adversaire faible, bon, vous le battez, mais vous ne changez pas d'étage. Vous le battez, mais vous ne changez pas d'étage. Si vous voulez passer à l'étage supérieur et devenir un champion du monde de l'UFC, il va falloir battre celui qui est au-dessus de vous. Mais pour pouvoir le battre, il va falloir être très précis et calibrer l'adversaire qu'il faut. Du coup, le fait que je vois mon élève s'entraîner tous les jours à la salle, et qu'au même moment, je sois son manager, au moment où on me propose, sans même me le proposer, je regarde une vidéo à la télé, je regarde un combat. À l'instant où je vois le combat, je vois bien que mon élève est la kryptonite de ce gars. Ce gars est classé 20 places au-dessus de mon élève, mais quand je regarde le match et je vois le style, je sais que mon élève peut le battre et donc gravir les échelles et monter un peu plus haut. Ça, ce sont les avantages qu'on peut avoir. Être promoteur sportif me permet aujourd'hui de comprendre ce que veut un manager. Être manager me permet de comprendre ce que veut un promoteur sportif. Ce sont les deux collaborateurs. Le promoteur sportif a besoin du manager pour lui trouver des talents. Le manager a besoin du promoteur sportif pour promouvoir ses talents. Je comprends un peu des deux côtés du comptoir ce qu'il faut et ça me facilite la tâche pour gérer mieux la promotion sportive. Et c'est pas un hasard si Ares est la ligue numéro 1 en France. Vous avez parlé de leadership. Est-ce que ces trois casquettes-là créent des inimitiés entre vous et certains combattants? Je vous dis ça parce que parfois je vois certains combattants qui commentent et qui disent finalement quelque part que c'est vous qui avez les clés en France, entre guillemets, du MMA, avec par exemple le dernier UFC en France, c'était un peu l'événement de Fernand Lopez qui a placé pas mal de ses combattants. Ça, c'est certain que c'est le fruit de, il y a beaucoup, attention, il y a beaucoup d'inimitiés qui peuvent être justifiées, hein. Moi, je suis pas quelqu'un de parfait. Il y a des choses sur lesquelles il y a des erreurs que je commets dans la vie. Il y a des choses qui ne vont pas et je me remets en question. Je réfléchis sur ce que je fais. Et je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi sur certaines choses, qui ont des postures différentes des miennes. Et je loue ces personnes-là parce que il n'y a pas pire que des gens qui sont des Suisses et qui sont des équilibristes et qui n'ont pas de posture. Je préfère quelqu'un qui a une posture, qui dit oui, je suis d'accord avec, non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends encore tous les jours. J'observe les choses et je vois qu'il y a des erreurs que je fais et que je corrige tous les jours. Cependant, ce que je trouve triste dans ce que vous expliquez, c'est 2 poids, 2 mesures. Chaque fois que vous me donnez un exemple, je vous explique la même chose en face et je vous demande, mais pourquoi il n'y a pas le même traitement? Vous me dites plusieurs casquettes, je vous cite, toutes les organisations ont toutes plusieurs casquettes. Je vous mets au défi, si vous pouvez me dire le contraire, on en discute. Si vous connaissez une organisation sans double casquette ou triple casquette, on en discute. Ensuite, vous me parlez du fait que les inimitiés puissent arriver parce que on a les clés, c'est dommage. Je peux l'expliquer, je peux le comprendre. Je pense qu'il y a le fait que vous ayez un métier qui est différent du mien. Votre métier, journaliste, vous êtes derrière la caméra, on ne sait pas quelle est la dispute que vous avez eue ce matin avec votre collègue. On ne sait pas si votre patron est en embrouille avec vous. Je ne serai jamais au courant de ce qui s'est passé dans votre foyer ce matin au petit déjeuner. Peut-être que vous avez eu une dispute avec madame, mais tout le monde, personne, on vous respecte, on calcule pas ça. Dans le métier que je fais, les gens s'approprient votre vie et demandent des explications. Vous voyez des fois des commentaires des gars qui disent « on veut une explication ». Comment ça se fait que
tel ait gagné son combat et tu n'as pas commenté dessus. Pourquoi tu n'as pas parlé de tel autre Français qui a combattu? On veut une explication. Les gens s'approprient une personne et disent, bon, tu veux être public? Ok, bah, comme tu es une personnalité publique, tu deviens notre personnalité. Ça veut dire que tu nous dois des explications. Si tu déconnes, si tu ne dis pas bonjour à un tel, tu nous dois des explications. Voilà un peu ce qui se passe. Vous appelez l'histoire, il n'a pas dit bonjour. Il fait ce qu'il veut, il dit pas bonjour s'il veut. Mais les gens s'approprient les gens et disent, tel n'a pas dit bonjour. Bon, je reviens sur la question. Je reviens me concentrer dessus en disant, est-ce que le fait que j'ai beaucoup d'inimitié avec des combattants, parce que c'est ça votre comme ça avec des combattants. Mais non, c'est un rapport qui est faux. Je n'ai vraiment pas... C'est-à-dire qu'en termes d'inimitié avec les combattants, si on fait le vrai ratio entre qui a le plus de combattants et qui a le moins de problèmes, mais j'ai le trophée. Regardez la dimension que j'ai. En gros, vous prenez un mec, si vous prenez un exemple de Tom du Kenya, il a un coach qui s'appelle Bourama Traoré. C'est un très bon coach que j'ai connu, on a travaillé ensemble et tout, pas de souci. Mais comment voulez-vous que on compare le nombre d'inimitiés avec les élèves que Bourama Traoré a, alors qu'il a un élève, connu en tout cas, les autres je ne connais pas, comparé à moi, j'ai une centaine d'élèves connus. Comment vous gérez ça? C'est pas possible de comparer. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, ce qui se passe d'habitude, c'est que dès que vous dites un truc de ce genre, on vous dit, oui, mais ça fait quand même trop, quoi. Parce que il y a Michael Lebou qui est parti de votre salle. Ensuite, c'était Carla Moussou. Ensuite, Francine Ganou. Ensuite, Tonton. Ensuite, vous dites, heureusement qu'ils s'en vont. Il y a un début de projet, il y a une fin de projet. Remarquez que toutes ces personnes sont arrivées ici au MMA Factory en début de projet. Et quand ils sont partis, ils n'ont pas été brillants. C'était la fin de projet. Vous ne pouvez pas retenir les gens, vous ne pouvez pas... Sinon, on n'aurait pas d'espace ici dans cette salle. Donc, on peut vous citer à l'infini des gens qui partent, mais on ne vous cite jamais ce qui arrive. On ne vous cite même pas ce qui reste. En termes de... en termes de réinscription, de taux de réengagement, je pense que le MMA Factory a le plus gros taux de réengagement qu'il y ait jamais eu. Il n'y a pas une salle qui est durée dans le temps. Elle a été créée en 2012. Nous sommes en 2022. Elle a gardé le leadership, le haut niveau tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de salles qui font ça. Il y a pas, enfin, c'est très, très compliqué. Il y a des salles qui ont été créées avant nous, 20 ans avant nous, mais allez regarder ce qui reste à l'intérieur. Dites-moi, allez regarder à l'intérieur, vous allez voir qu'elles sont vides. C'est très difficile d'avoir du haut niveau aussi longtemps. Vraiment, prenez le temps de checker. Allez regarder dans l'histoire les salles. Je vais éviter de citer les salles, mais vous allez regarder des salles, une à une, et vous allez vous rendre compte que avec le temps, ce sont des salles qui ont eu leur période, qui ont duré et qui... Non, depuis la création de cette salle, avec les premiers combattants de haut niveau comme Christian Pumbou, Norman Parisi, Seck Sedina, Carla Moussou, jusqu'à nos jours, on a toujours eu du très très haut niveau. Tout le temps, l'élite, 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 pendant 10 ans. Donc, heureusement que des fois, on ne s'entend pas avec tout le monde. C'est exceptionnel de pouvoir débarquer à Paris, à l'UFC, avec 3 combattants sur l'UFC. C'est comme si c'était la maison de mon père. C'est pas ma maison, c'est pas chez moi. Mais on n'y va pas parce parce qu'il y a du népotisme ou quoi que ce soit. On y arrive parce qu'il y a de la compétence, parce qu'il y a un travail, parce qu'il y a du management. Des fois, on focalise, on cristallise notre énergie sur les choses qui ne vont pas. Parce qu'on veut chercher la petite bête à celui qui est leader. Mais quand on prend du recul et qu'on dit, OK, je vais appliquer à toutes les structures la même rigueur. Si je veux parler de conflit d'intérêts, je vais checker partout. Dorénavant, moi, je vois sur Ares, Fernand Lopez, quand il y a Ares, il est assis, il regarde les combats, il dit rien.
Il y a d'autres organisateurs qui organisent leurs événements, ils coachent en même temps. Il est promoteur, il est coach, il est manager. Personne ne leur parle de conflit d'intérêts. Personne ne parle de multicapsule. Et c'est là où je parle de 2 poids, 2 mesures. Ce n'est pas juste. Je veux juste qu'on reste dans ce qui est juste. Demain matin, il y a une loi qui sort. Boum, interdiction de multiples casquettes. Dorénavant, vous êtes obligé d'avoir une seule casquette. Mais je suis le premier qui m'aligne. Je m'aligne sur les valeurs républicaines. Je m'aligne tout de suite sur ce que la convention sportive dit, ce que le code du sport dit et ce que la Constitution dit. Vous êtes sans doute l'un des coachs les plus médiatisés en France. Donc nous, en tant que journalistes, on aura tout intérêt à se focaliser sur tous vos faits et gestes pour nous-mêmes créer une audience, ce qui fait partie d'un des mauvais versants du journalisme moderne, on va dire. Mais par rapport à la médiatisation, elle va aussi dans votre sens, dans votre intérêt, et qu'elle est tout autant importante pour vos combattants. Aujourd'hui, on va regarder la popularité d'un combattant, par exemple, sur ses réseaux sociaux. Nous, mais aussi les organisations de MMA pour se pencher sur lui, établir ce qu'il va gagner pour un combat, etc., etc. Donc, est-ce que c'est un constat qui symbolise à la fois le développement et l'industrialisation du MMA? Absolument. Alors, est-ce que la popularisation et la médiatisation de tout ça, de tout ce qui se passe, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que ça compte sur la balance? Oui, absolument. C'est un indicateur. Il y a des valeurs qui sont subjectives. Quel est le meilleur promoteur sportif? Vous aurez Fernand Lopez qui va dire « Non, c'est moi, je suis meilleur que le Bellator, je suis meilleur que l'UFC. » On va dire « Ok, allons regarder le média D de Fernand Lopez sur RS. On va voir un certain nombre de médias. C'est pas mal, c'est correct. Allons voir les médias sur l'UFC. Il y a tout le monde, il y a l'Europe entière qui est là. C'est un indicateur. Ça veut dire que c'est là où ça se passe. Vous n'avez pas le choix, les médias, vous suivez le clic. Vous n'avez pas le choix, votre existence dépend. Vous pouvez tout faire pour être indépendant, mais votre pérennité dépend du fait qu'on clique. Quand vous êtes un média digital. Je ne parle pas du print magazine. Donc, du coup, on sait que c'est la vérité. On n'a pas le choix. C'est que, très concrètement, s'il y a quelqu'un qui se dispute avec moi à la place du meilleur entraîneur, vous allez vous poser la question, bon, comment ça se fait que ce gars est très bon entraîneur, mais il y a tout le monde qui va là-bas faire les interviews là-bas? Il y a peut-être quelque chose qu'on a loupé. Moi, je suis ici à mon niveau. Et puis, je vais dire à Ariel Awani, c'est pas normal, tu es le meilleur média du MMA au monde. Et tu me fais que 2 interviews à l'année, alors que Trevor Whitman, tu lui as fait 18 interviews. Il va me dire, mais t'es gentil, Fernand. Trevor Whitman, il a 3 mecs qui font les ceintures à l'UFC. Donc, du coup, j'ai de la matière, quoi. Avec lui, j'ai de quoi parler tout le temps. C'est exactement ça. Aujourd'hui, la médiatisation est aussi un indicateur du succès. La valorisation d'une boîte est pesée par la médiatisation. Alors que la valorisation d'une boîte, on peut valoriser une boîte par rapport à son chiffre d'affaires, on peut la valoriser par son EBITDA, on peut la valoriser aussi par rapport à sa notoriété. Alors, il y a une valeur subjective qui arrive du fait qu'on parle beaucoup de votre boîte. Et donc, oui, non, c'est pas à négliger. De la même manière que moi, en tant que manager, je soigne l'image de mes athlètes pour qu'ils soient vus beaucoup sur plusieurs plateaux de télévision, de la même manière que pour ma promotion sportive, il faut qu'elle soit vue. Ceux qui n'ont pas encore compris ça, vous savez la déclaration où on dit « il aime trop la lumière », c'est la déclaration la plus aberrante que j'ai jamais captée, moi. Changer de métier. Vous ne pouvez pas. C'est une performance d'aimer la lumière. C'est une performance. Et que pendant longtemps, j'ai été très timide. J'ai évité la lumière parce que je faisais un autre métier différent, l'électrotechnique. Et donc, du coup, j'étais vraiment un timide qui n'acceptait même pas les anniversaires. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es formateur. Tu dois parler devant 40 étudiants.
bah, c'est dur, tu es stressé, mais tu parles. Et puis, tu te rends compte que tu dois prendre la parole. Tu dois monter dans l'octogone devant 3000 personnes pour mettre la ceinture à un champion qui vient de gagner. Ça fout le stress, mais tu deviens un homme public et tu comprends que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Donc, pour moi, ça reste une très grosse aberration de dire « il aime la lumière ». Puisque moi, j'enseigne à mes élèves à aimer la lumière. Je leur enseigne, enfin, c'est pas aimer la lumière, c'est vraiment à pouvoir communiquer et se montrer. Ça fait partie aujourd'hui de la performance. Aujourd'hui, quand je manage un gars, je lui fais du media training. J'ai embauché un monsieur qui lui fait des cours d'anglais, du media training, et qui sache parler à la télévision. Je l'entraîne, je lui donne un maximum de médias alors qu'il vient de commencer. Quand Cyril Gane venait d'arriver au MMA Factory, il a fait son premier combat et il y avait une tonne de médias à un moment donné. Il y avait quelques médias qui sont arrivés d'un coup et lui, il n'avait pas souvent les médias. Et il me fait, là, j'ai gagné une petite ceinture TKO, il y a beaucoup d'interviews. Est-ce que c'est bien ça? Tu penses pas que ça porte l'œil? Je lui dis, peut-être ça porte l'œil. Si tu veux, ce que je t'explique, c'est que je suis déjà passé par là. J'ai entraîné Francis à éviter, à gérer les médias parce que je savais que ça va lui jouer un mauvais tour. Quand on est allé faire la ceinture contre Stipe, on a fait une tournée de quasiment 4 jours aux États-Unis où Francis et moi, on dormait très peu. On faisait tous les plateaux de télévision, les plateaux de radio, les médias, tout ça. C'est un entraînement à faire. C'est de la compétence. Et les gens sont encore à dire « Oh, il aime la lumière ». Mais non, vous n'avez pas le bon métier. Est-ce que vous voyez le nombre de fois où Kylian Mbappé doit s'asseoir derrière un photocall pour faire des interviews? Vous pensez qu'il aime vraiment ça, Kylian Mbappé? Mais non, il n'a pas le choix. C'est la clé pour vendre son... Il n'a même pas besoin de se vendre. Lui, il est riche, il n'a pas de problème. Mais le PSG qu'il a payé veut rentabiliser tout ce qu'on lui a donné. Et on le presse comme un circuit, on le met devant les lumières tous les jours. Et donc, au bout d'un moment, s'il n'était pas entraîné, s'il n'avait pas la capacité, parce qu'il y a 2 manières de vivre les médias. Vous suivez le flot de la vague et vous survivez, ou vous résistez à la vague des médias et vous mourrez. Parce que le jour du combat, vous êtes fini, vous êtes cuit, vous êtes fatigué. C'est tout un entraînement et je suis fier de pouvoir l'assumer, de dire, je fais mon job. Quand vous voyez Dana White dire, if you don't know now, you know. Vous savez quoi, demain soir, il y aura tel combat, il y aura tel combat. Vous pensez qu'il n'a rien à faire? Le mec est milliardaire, il a envie d'être couché sur lui à dormir. Il a des beaux enfants qui sont archi gentils, il a envie de passer du temps. Mais on l'appelle, on lui dit, boss, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Tu dois venir faire ton émission parce que quand tu fais l'émission, il y a 4 millions de personnes qui prennent leur ticket. Voilà comment ça marche. Et donc, quand j'ai le rôle de manager, j'ai le rôle d'entraîneur, j'ai le rôle de promoteur, j'ai le rôle de formateur sur FMC, et que tout ça là ensemble, je dois utiliser ça pour vendre tous ces produits. Excusez-moi, je ne vais pas m'excuser pour pouvoir faire une interview avec vous. Ben non. Dernièrement, vous avez donné une interview à RMC Sport concernant le litige avec le combattant Slim Trabelsi en parlant d'un espèce d'impérialisme, en disant voilà, on va pas prendre nos combattants comme ça, sans rien avoir en retour, etc. En comparant au foot, dans le monde du football, lorsque le Real veut acheter un joueur, par exemple, il y a un montant de transfert et c'est très clair dans les mœurs du football. Est-ce que ce genre de processus est déjà mis en place dans le monde du MMA? Et est-ce que l'institutionnalisation des transferts dans les MMA pourrait permettre d'éviter la situation que vous avez vécue avec Slim Trabelsi? Oui, je pense qu'à long terme, et il va falloir mettre en place des notions de transfert. Ça se fait déjà. Mais de manager à manager, ça se fait. Ce n'est pas institutionnel, ce n'est pas clair, ce n'est pas... c'est fou qu'il faille justifier le fait de demander 90 000 pour libérer un combattant qui, à terme, va cracher probablement 100 millions. C'est délirant. Il y a des gens qui sont encore à dire c'est fou de demander à l'agence, parce que les 90 000 ne sont pas demandés à Trabelsi,
Les 90 000 sont demandés à l'agent qui veut exploiter les services de Krabassi. C'est fou qu'on soit à s'expliquer et à expliquer pourquoi on veut récupérer l'investissement fait sur un athlète. Alors qu'au football, au rugby, au machin, les transferts, ça s'explique. Je pense que ça va venir. Ça se fait déjà. Moi, je parlais hier soir avec Ruby. Ruby Stein, c'est l'un des meilleurs managers à l'UFC. Je parlais il y a une semaine, j'ai eu une réunion avec Odi Atta. On discute beaucoup en ce moment. C'est le manager de Conor. Pour des passerelles, pour du travail, on fait des co-management, on s'arrange, machin. Voilà, ça ne se fait pas encore de manière officielle et carrée, encadrée par la loi, par une règle universelle ou en tout cas une règle unifiée du MMA. Mais oui, il va falloir penser à ça parce que pour le moment, ça se fait d'entité à entité. Quand il y a une entité qui a le document du contrat signé avec l'athlète, il va négocier avec une autre entité. Moi, je gère ça maintenant avec le Bref, par exemple, ce sont des partenaires en management. Comme je vous disais, Paradigme et tout, on traite quelques trucs ensemble. Enfin, voilà. Donc, ça va venir. C'est une affaire de temps, mais ça va venir. Ce sport est encore nouveau quand même, il est tout jeune. C'est pour ça que je n'en veux pas du tout à ceux qui exigent des réponses sans savoir de quoi ils parlent. Je n'en veux pas parce qu'ils ne savent pas encore toutes les règles du jeu. Pour jouer un jeu, il faut connaître les règles. Et donc, du coup, des fois, ils se trouvent ça déplacé. Même Slim, je l'ai déjà expliqué en disant que avec du recul, quand j'écoute l'interview de Slim, ça me fait mal pour lui. Je me rends compte qu'il ne comprend pas les règles du jeu. Et qu'il comprend pas où il en est, tu vois. Enfin, il sait pas... il sait pas qui doit faire quoi, il sait pas les droits et les devoirs de chacun, il sait pas c'est quoi un contrat, voilà. Et on en est encore là, il y a un travail d'évangélisation à faire, il y a beaucoup d'éducation à faire pour que les personnes puissent comprendre leur rôle, leurs droits et leurs devoirs. Je suis face à vous pour faire une interview hors cadre de mon champ journalistique de base, on va dire. Il y a aussi un intérêt du public grandissant pour le MMA. Quels sont les changements futurs que vous voyez dans le MMA? Parce que j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus mainstream. Les grands changements qu'on observe sur le MMA, c'est déjà la pratique de masse. Elle est énorme. L'universalité du MMA, ça va dans tous les sens. On a tout à l'heure, on a fermé la salle, mais on avait des jeunes qui viennent de partout, de province de Lille, de Bordeaux, de partout, pour venir s'entraîner là. On a des couches sociales complètement différentes, mais complètement, on a des fonctionnaires de police, des chômeurs, des docteurs, des médecins, des fonctionnaires, des salariés. Enfin, on a vraiment toute la couche qui commence à pratiquer de manière massive le MMA. On a la médiatisation qui est un indicateur très fort. Le seul fait que vous soyez là avec nous, vous êtes un média très fort sur le rap, l'un des meilleurs sur le rap, et vous avoir ici est un honneur de pouvoir discuter ça. Ça crée du coup des passerelles et des crossovers. Là sur Ares, je suis sûr qu'on va se parler bientôt, quand vous aurez les informations sur l'un des rappeurs qui va combattre sur Ares, mais qui est un vrai combattant, pas juste des combats. Voilà. Hein? Non, je ne vais pas vous donner le nom, pas tout de suite. Non, c'est pas Kamel l'Ancien. Voilà. Mais un rappeur qui a des notions de combat et qui a une vraie volonté de faire une carrière il est encore relativement jeune, et il va faire une vraie carrière, pas des combats montés, pas un one-shot, une vraie carrière de MMA. Et faire en parallèle une vraie carrière, continuer sa carrière de rappeur. Et donc, je pense qu'on va se croiser. Mais en tout cas, ces croisements-là permettent de développer les choses. Le monde du sport découvre la musique. Le monde de la musique découvre le sport. Parce que on a ces passerelles qui se font toutes seules. Le monde du cinéma même avec. Moi, j'ai découvert l'industrie du rap en profondeur sur une série télévisée validée. C'est là où j'ai vu les parallèles sérieux qu'il y avait entre le management de musique et le management sportif. Et là, on revient à ce qu'on disait.
quand on est à l'intérieur, on voit tellement d'embrouilles, tellement de détails, de complications d'embrouilles. C'est la vie réelle d'une industrie, c'est comme ça la vérité. Mais en tout cas, l'évolution vient du fait que on brasse tous ce monde-là. Aujourd'hui, le gars qui fait le MMA, c'est qu'il va croiser à un moment donné. Là, j'ai par exemple un de mes combattants de MMA, très connu, qui doit combattre sur Arès et qui me demande de rentrer avec un de ses musiciens, un de ses rappeurs, avec lui qui va rapper. Et donc, je lui dis, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si on t'autorise ça, on va plus s'arrêter. S'il te plaît, dis-lui de préparer un texte pour toi, une musique pour toi. Il la donne et puis on la fait passer en playback calmement et tout. Bon, voilà. On a beaucoup, on voit sur Arès et tout, une tonne de musiciens. Bon, voilà. On touche un peu toutes les couches aujourd'hui parce que le sport devient mainstream, parce qu'il y a un mainstream, parce qu'il y a des médias qui ne parlaient jamais, qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont des médias de films, de cinéma, de rap, qui sont des médias politiques, qui sont Le Figaro, L'Observateur, Libération. Libération a fait 2 articles sur moi. Enfin, ça devient quelque chose de très sérieux finalement, le MMA. Et donc finalement, on en profite parce que ça touche toutes les couches. Aujourd'hui, un petit événement comme Arès, petit sur le monde, même si c'est le plus grand en France, on reste petit quand même et nouveau. On est à notre 9e édition Arès, mais on est diffusé sur RMC, on est diffusé sur la plus grosse chaîne de sport en France en clair, qui est l'équipe. On est diffusé sur BFM, on est diffusé sur UFC Fight Pass qui fait 1,5 milliard de fois à travers le monde. Voilà l'évolution du MMA. C'est ce que je remarque. Ce que je remarque, c'est ce qui s'est passé là à Paris. C'est une dinguerie quand même. 15 000 personnes qui chantaient l'hymne national pendant le combat. 15 000 personnes qui chantent l'hymne et s'applaudissent à la fin. Alors que des fois, il est arrivé que l'hymne soit boycotté ou sifflé sur certains matchs de foot. Voilà ce qui me plaît aujourd'hui sur le MMA. C'est que le MMA, finalement, quand on prend la hauteur et qu'on ne reste pas à l'intérieur sur des petits détails en interne, quand on prend la hauteur, il y a quelque chose de vaste qui se prépare. Il y a une véritable évolution vers l'avant qui se prépare et il y a beaucoup de boulot. Je reviens un peu en arrière. Est-ce que le clash qu'il y a eu entre Booba et Karis et la prévision d'un combat MMA dû à cette histoire a participé à la légalisation du MMA en France ou pas du tout? Non. Le truc de Booba et Karis n'a pas joué du tout. Non, tout au contraire. Beaucoup de personnes le voyaient mal en disant ça va apporter une mauvaise image parce que c'était à la suite de la rixe qui s'était passée à l'aéroport et ils avaient peur que ce soit réglé en mode rixe. Moi, j'étais pour en disant l'OMMA ne change pas. Ce qui change, ça va être Booba et Karis. L'OMMA reste l'OMMA. Ils ne font pas un combat de rue. Ils viennent faire l'OMMA. Imaginons si dans la vraie vie de tous les jours, Booba décidait d'aller s'inscrire dans une salle normale. Il paye sa cotisation, il s'entraîne tous les jours, il décide de progresser, il est bon. Quelqu'un peut lui interdire de faire la compétition? Mais non. Légalement, il a le droit. Karis, il va de son côté, il s'entraîne, machin. Ils font un championnat de France de MMA. Ils arrivent au moment en finale, ils vont boxer. Moi, je vois ça comme ça. Si les mecs arrivent en respectant les codes, ils n'ont même pas à respecter. Le cadre les bloque. Puisque on a un arbitre qui va respecter les règles unifiées de MMA. Ils vont devoir se peser la veille. Ils vont devoir ne pas se mettre les doigts dans les yeux. Ils vont devoir ne pas se tirer les cheveux. Ils vont devoir ne pas frapper dans les parties. On est sur le MMA. Donc, qu'est-ce que tu veux que ça fasse à notre image de mauvais? Puisqu'on va les mettre dans un cadre, dans un socle. Ils n'ont pas le choix. Ils vont apprendre la dureté du métier. Ils vont s'entraîner. Ils vont galérer. Ils vont devoir cutter le poids. Ils vont arriver affûtés. C'est un enseignement. Ça ne peut que apprendre des choses à des musiciens et apprendre des choses à des combattants, à des followers de MMA. Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose de négatif, à condition que, comme je dis encore, on choisisse une discipline et que la logique interne de la discipline soit respectée avec un cadre bien précis, avec un espace délimité, avec un temps limité.
Dernièrement, sur les médias La Sueur, Francis Ngannou a indiqué qu'il était temps de créer une forme d'association de combattants pour avoir une certaine voix et peser contre les décisions prises par les organisations. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une magnifique idée, mais on n'a pas inventé l'eau chaude. Elle existe depuis. Georges Saint-Pierre et Bichi Pen avaient déjà créé une espèce de ligue, ce qu'on appelle une association. Association, c'est un peu comme une espèce de syndicat. Ils avaient créé un syndicat pour défendre les droits des sportifs parce qu'effectivement, les droits de promoteurs sont toujours très, très avantageux par rapport aux sportifs depuis la nuit des temps parce que les sportifs, si un être vivant normal qui lit un contrat de promotion sportive ne signe pas. Les avocats normaux qui ne sont pas avocats sportifs, mais ils craquent. Ils lisent le contrat puisque le contrat dit vous êtes au courant que vous allez faire une activité qui peut causer la mort. Si vous mourrez, vous ne tenez pas à l'UFC responsable de votre mort. Ça fait peur à tout le monde. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc il a raison Francis là-dessus. Le véritable problème c'est qui va le faire. Parce que les deux frangins de Francis, Ousmane Camaro et Adesanya, ils ont déjà bougé le doigt un jour? Ben non, ils sont bien. Non, tout va bien. Enfin, donc quand tu vois tous ces champions qui vont bien, c'est compliqué quand même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce qu'en gros, l'UFC dit, bon, tu nous reproches quoi? Tu nous demandes plus d'argent, nous on te dit, ben non, on combat. Si tu combats, tu vends bien les pay-per-view, ben on te donne l'argent. Toi, tu dis, ouais, non, j'ai touché peu. Oui, tu as touché peu, mais Conor, lui, il a touché beaucoup parce qu'il a vendu les pay-per-view. Adesanya, il a vendu les pay-per-view. Ousmane, il a vendu. Donc, les gars, avant de trouver la force pour motiver tous les autres à venir s'allier au syndicat, il faut déjà convaincre ses propres amis intimes, les deux champions Adesanya et puis Ousmane. Et là, ce sera un bon départ déjà.